Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Quand on cherche à rendre son entreprise plus écolo, à donner du sens à son travail ou au minimum à limiter ses impacts environnementaux, on peut être un peu perdu au milieu d'initiatives et d'idées à mettre en place. Aujourd'hui, mettons un peu d'ordre avec la méthode proposée par Anthony Gachet, qui est l'invité du jour sur le podcast. Lui-même est très engagé et il a écrit un livre où il s'inspire de la permaculture pour être écolo au boulot. On va donc parler de méthode, d'idées d'action, de frustration, de laisser le temps, de petites et de grandes victoires. Je ne vous en dis pas plus et vous propose de rejoindre l'interview. C'est parti! Bonjour Anthony, bienvenue sur le podcast Écolo au boulot. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation parce que tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle Être écolo au boulot, s'inspirer de la permaculture en entreprise. Et du coup, j'avais plein de questions à te poser. Je voulais savoir qui tu étais, pourquoi tu as écrit ce livre et quels conseils tu pouvais donner à toutes les personnes qui voudraient s'impliquer dans leur entreprise pour l'écologie. Alors, est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Oui, alors moi je m'appelle Anthony Gachet, j'ai 33 ans, je travaille dans une maison d'édition à Paris. Et du coup, comme tu l'as dit, j'ai écrit le livre Être écolo au boulot, parce qu'après plusieurs expériences professionnelles et un petit peu, voire beaucoup de frustration, voilà, je me suis beaucoup documenté sur le sujet et j'ai eu à cœur de partager ça dans un livre. Ok, eh ben, je t'en remercie au nom de toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer dans leur entreprise. Toi, à titre personnel, comment est-ce que tu as commencé à t'investir ? Quand est-ce que tu as commencé à mener des actions un peu écolo au boulot ? En fait, je dirais que j'ai commencé ça réellement et concrètement dans l'entreprise où je suis actuellement, où je suis arrivé il y a 2 ans. Parce que, notamment, j'ai été recruté un petit peu pour ça, parce que mon profil, en entretien a retenu leur attention parce que j'étais zéro déchet, vegan, voilà, j'avais une démarche assez poussée, dans ma vie personnelle, écolo et donc là, je me suis vraiment senti, libre de pouvoir mettre en place des choses parce que c'était leur volonté et c'est vrai que je me suis posé la question à ce moment-là, pourquoi je n'avais rien fait dans mes emplois précédents, où j'étais plus, en attente, en fait et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et du coup, justement, à travers ce livre, j'essaye de faire passer le message que, voilà, même quand on est, dans une grande entreprise et qu'il y a pas forcément une volonté écolo, au sommet, de la hiérarchie et ben, il faut quand même essayer de faire des choses, à son niveau. Donc au final, pour toi, c'est finalement un peu la légitimité que ta nouvelle entreprise t'a donnée qui t'a permis de mener des actions plus librement ? C'est un peu ça. Alors après, j'ai toujours fait des choses au niveau individuel. Je sais que dans l'épisode de présentation de ton podcast, tu parles, justement des différents niveaux, le niveau individuel avec ses collègues et auprès de sa hiérarchie. Et c'est vrai que je suis longtemps resté beaucoup au niveau individuel, en fait. Au niveau informatique notamment, par exemple, je faisais particulièrement attention, à mes mails, au nombre de personnes à qui je les envoyais, le poids des pièces jointes, enfin toutes ces petites choses qu'on peut faire au niveau individuel, et qui demandent, qui ne demandent pas de rentrer dans quelque chose de collectif. Ouais, parce qu'on rappelle que du coup, on peut mener en effet des actions individuelles et avoir un impact sur l'écologie, sur le climat, mais on peut aussi mener des actions entre collègues. Et du coup, tu parles un peu des deux dans ton livre. Tout à fait. Et puis, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que tu t'es basé sur la permaculture en entreprise pour proposer une méthodologie d'action. Enfin, comment tu as eu l'idée de choisir la permaculture ? Alors, pour les personnes qui liront le livre, vous verrez, c'est très logique en fait, mais il fallait y penser. En fait, la permaculture, c'est un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps, depuis quelques années.
comme beaucoup de monde. Et en fait, comme beaucoup de monde aussi, j'avais l'impression au départ que c'était juste un moyen un moyen de culture en fait, dans l'agriculture, dans le jardinage. Et j'ai découvert, à l'occasion de plusieurs lectures, en fait, que c'était aussi que c'était devenu au fil du temps, pardon, une philosophie et un mode de pensée humain en fait. Quand on se penche sur les 12 principes qui ont été édictés par David Holmgren, qui est un des fondateurs de la permaculture, on se rend compte que ça s'applique vraiment aux organisations humaines en fait. Et on peut en tirer des enseignements. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste de la permaculture. Ça m'intéresse, j'ai lu sur le sujet, mais euh, mais en fait, on peut prendre ces principes, dérouler derrière des actions et surtout un mode de pensée collectif qui change la façon dont on peut appréhender l'entreprise, en fin de compte. Oui, au final, l'entreprise, c'est une organisation humaine. Du coup, la permaculture, ça peut s'adapter au fonctionnement en entreprise. Exactement, ça s'adapte très bien. Je dis pas que tous les principes s'adaptent parfaitement, mais globalement, ça s'adapte très bien, effectivement. Et donc d'ailleurs, sur les 12 principes, moi, il y en a deux que je voulais approfondir avec toi, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Le premier, c'est le principe d'observer, de s'observer soi-même et d'observer les autres aussi. Pourquoi c'est un principe qui est important et c'est un des premiers principes dans la liste, elle est un petit peu progressive. Il y a un ordre chronologique un petit peu des principes et donc celui-là, il fait partie des premiers. Oui, parce qu'en fait, quand on veut mettre en place des changements, c'est mieux de savoir tout simplement dans quel contexte et dans quel cadre on va le faire. Ce que je dis en fait, c'est que c'est bien d'observer ses collègues. Donc bon, il y a observer, ça veut dire notamment les questionner, enfin en tout cas voir comment ils réagissent sur certains sujets, des choses comme ça. Et comme ça, on verra à quel sujet ils sont particulièrement sensibles, quel changement va être plutôt facile à mettre en place avec eux, ou à contrario, qu'est-ce qui va être plus compliqué, qui va venir un petit peu en conflit avec leurs valeurs et leurs besoins. On parle aussi beaucoup de besoins en fait. Et aussi pour faire ça, il faut se connaître soi-même en fait. Parce que je vais prendre mon exemple. Moi, je suis plutôt timide. Je suis pas un leader né. Donc, sur tout ce qui est collectif, c'est pas mon point de force. Euh, du coup, une fois que je sais ça, pour mettre en place certaines choses, je sais que je vais devoir m'appuyer sur d'autres personnes qui ont des qualités de leadership que moi j'ai pas. Et voilà, et on peut avancer comme ça pour mettre en place des changements et devenir plus écolo tous ensemble. Ouais, donc ça demande d'être honnête envers soi-même, de se connaître et du coup d'observer les autres. Cette observation, elle passe comment? C'est quelque chose d'informel, au détour de conversation, tu vois comment tes collègues réagissent quand tu parles, je sais pas, de zéro déchet, d'un régime végétarien, etc. Exactement. C'est vrai que moi, dans ma vie privée, je vais assez loin dans ma démarche. Et donc, voilà, j'ai pu remarquer que de toute façon, quand on commence à dire qu'on est vegan ou qu'on est zéro déchet ou qu'on prend plus l'avion pour partir en voyage, en vacances, tout de suite, de toute façon, ça crée de la curiosité. Donc, ça amène à des conversations. Et c'est le meilleur moyen d'observer ses collègues, comment ils réagissent et ce qu'ils pensent en fin de compte. Mm. Ouais, ouais, complètement. Ça crée des sujets de discussion et on peut aborder du coup ces thèmes-là sans bousculer les personnes. Exactement, oui, le but, c'est pas de faire la morale déjà, et c'est pas de faire la guerre aux gens, à ses collègues. Le but, c'est juste déjà d'expliquer et quelque part d'avoir une valeur d'exemple, pas dans le sens où on est exemplaire et tout ce qu'on fait est parfait et c'est formidable et tout le monde devrait faire comme ça, mais dans le sens où ce qu'on fait, c'est pas si compliqué que ça. Peut-être que ça rend pas malheureux et que voilà, ça peut aussi avoir cet effet-là de changer le regard des gens sur le zéro déchet ou sur d'autres choses.
Du coup, ça m'amène à une question que j'avais pas prévue, mais le changement chez les autres, est-ce que des fois ça t'arrive d'être frustré parce que c'est un petit peu long à arriver ou que tu es face à des résistances que tu sais pas dépasser? Et alors que toi, ça te paraît un tout petit geste, alors que pour tes collègues, ça paraît quelque chose d'infaisable. Oui, alors moi, ça m'arrive régulièrement. En tout cas, ça m'arrivait beaucoup. Euh, Dans le livre, je raconte, alors c'est hyper anecdotique pour le coup, je m'en rends compte, mais ça m'avait vraiment énervé sur le moment. Je raconte comment, avec une de mes collègues, on s'est pas pris la tête parce qu'on est tous les deux des gens très civilisés et qu'on sait faire des efforts. Mais c'est une collègue qui adore le café et qui adorait notre machine à dosette et qui a eu beaucoup de mal à accepter l'idée que ben, c'était polluant. Enfin, le fait que ce soit polluant, c'était connu et c'était accepté. Mais l'idée qu'on pouvait s'en passer, voilà, et passer à autre chose, ça a été un peu compliqué parce que la machine, ben, c'est pratique. La machine à dosette, hein, faut se le dire, c'est pratique. Ça fait du bon café et voilà. Du coup, ben, pour elle, c'était important d'avoir un très très bon café puisqu'elle s'y connaît plutôt pas mal. Et, euh, et voilà. Et pour moi, ce qui était le plus important, c'était que ça faisait des déchets monstrueux et que même si c'était recyclable, il valait mieux qu'il n'y ait pas de déchets à la base, plutôt que d'avoir quelque chose qu'on va certes recycler, mais dans tout le processus, il y aura beaucoup d'énergie perdue. Voilà. Donc il y a ça. En ce moment, ce que je trouve très compliqué à faire en entreprise, et c'est encore le cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est de changer d'image sur la seconde main, en fait, sur l'occasion et le reconditionné. Je pense que c'est un vrai sujet. Et en entreprise, il y a encore des gros freins, notamment sur tout ce qui est qualité, qualité perçue, des choses comme ça. Et voilà, en ce moment, c'est mon... Pour acheter du matériel électronique ou du mobilier, par exemple? Exactement. Alors le mobilier, je pense que ça poserait pas tant de problèmes, mais en ce moment, on est plutôt sur une question d'électronique, effectivement, ordinateur. Et c'est difficile de faire passer l'idée que on pourrait aussi acheter d'occasion en fait, ou en tout cas reconditionner, une Ouais. garantie et des choses comme ça. Mais voilà, c'est pas, c'est toute une culture en fait à changer, une image à modifier. Une culture, des process et des habitudes un petit peu aussi, on se pose des fois pas la question en entreprise. Exactement, il y a beaucoup d'habitudes. Ouais. Non, non, exactement, c'est vrai. On a l'habitude de faire comme ça et on a nos fournisseurs et voilà, c'est un peu un automatisme. C'est vrai que c'est plus simple aussi parce que ben, souvent on court après le temps, donc, donc on cherche pas forcément à changer les choses parce que ça peut changer les habitudes, ça peut prendre plus de temps aussi, ça peut être un peu chronophage. Ouais, complètement. Et je crois qu'on n'insistera jamais assez aussi sur le fait qu'il faut pas se mettre en burn-out écolo à vouloir tout faire absolument. Il y a des choses qui prennent du temps et c'est normal et il faut y aller petit à petit, même si le temps presse, c'est un peu contradictoire. Mais c'est un peu de l'écologie personnelle aussi. Ah mais oui, exactement. Sinon, effectivement, on va au burn-out et c'est pas le but. Et en entreprise, ben, c'est beaucoup plus compliqué de changer les choses et ça prend effectivement beaucoup plus de temps. Donc, effectivement, il faut l'accepter, même si c'est pas évident et que parfois ça amène à un peu de frustration. Mais voilà, il faut un peu travailler sur soi à ce moment-là. Et il y avait un deuxième principe de permaculture dont je voulais qu'on parle. Très clairement, c'est ceux auxquels j'aurais jamais pensé en fait et qui me font un peu revoir moi-même mon mode d'action. Donc c'est pour ça que je veux les creuser. C'est porter attention aux bordures. Donc comme tu le dis dans ton livre, les bordures dans un potager, on voit bien ce que c'est. En revanche, dans une entreprise, dans des actions, c'est un peu moins clair. Et donc toi, tu le définis par la forme de l'action qu'on propose, la manière dont on va parler, la mise en scène de la réunion, la beauté, le jeu, etc. Parce qu'en fait, c'est aussi important que le fond que du sujet. En fait, les gens sont très attachés à la forme. Et c'est un principe de la permaculture en jardinage. Souvent, quand on voit les jardins en permaculture ou les entreprises de maraîchage en permaculture, il y a quelque chose de très joli.
par exemple avec des jardins mandala ou des choses comme ça. On se rend compte que dès qu'il y a une approche un peu ludique ou un aspect esthétique, si on va sur du matériel, s'il y a un bel aspect esthétique, eh ben, ça peut aider à faire passer le changement en fait. Souvent en plus l'écologie a plutôt une mauvaise image. Voilà, on pense que c'est un peu plus de moins bonne qualité, mais généralement ça a un petit côté pas esthétique quand c'est écolo. Et du coup, voilà, ce à quoi je fais attention, notamment dans les fournitures que j'achète, c'est à ce que ce soit sympa et joli pour le faire mieux accepter en fin de compte. Ouais, l'idée, c'est encore de donner envie. Exactement. Et dans les changements, ce qui m'a inspiré, c'est aussi beaucoup donc le jeu, tu en parlais. Et en fait, il y a des possibilités de faire pour devenir zéro déchet, par exemple. C'est l'exemple que je mets dans le livre. L'idée, par exemple, de faire un challenge sur la réduction des déchets en pesant les poubelles avant, après, voilà, en instaurant quelque chose de l'ordre du jeu avec des notions quantifiables, un objectif à atteindre et quelque chose qui fasse un peu cohésion et qui donne envie en fait de faire l'effort. Ouais, c'est l'idée d'un enjeu un peu collectif. On l'avait vu dans un podcast précédent. C'est Marielle qui nous racontait qu'il s'était dit en une demi-heure, il faut qu'on supprime le plus de documents possible de nos serveurs. Et ils avaient quantifié du coup à la fin combien ils avaient supprimé. Et c'était énorme déjà ce qu'ils pouvaient faire en une demi-heure. J'avais écouté cet épisode justement et j'ai trouvé ça super et je me suis dit qu'il fallait exactement que je fasse ça dans mon entreprise et je pense qu'effectivement ça marche super bien ce qu'elle disait et qui est important, c'est surtout que ça durait en fait une demi-heure et ça c'est important de pas trop prendre de temps aussi parce que on est tous pris dans nos tâches et que se dire qu'en une demi-heure on peut quand même avoir un si gros impact, ben c'est très positif pour tout le monde. Ça motive beaucoup, je pense. Ouais, ouais. Et puis tu le mentionnais tout à l'heure, on court tous après le temps, donc c'est quelque chose d'important quand on propose des actions à mettre en place. Il faut pas que ça prenne trop de temps. C'est un vrai frein le temps aujourd'hui et c'est aussi ça qui est un petit peu dommage parce que souvent en fait, ce que j'explique et c'est aussi un des principes de la permaculture, c'est que l'autorégulation est importante. Et pour s'autoréguler, c'est-à-dire changer ses pratiques et aller vers quelque chose de plus sobre, il faut quand même avoir du temps déjà pour s'informer et donc avoir conscience que ce qu'on fait a des conséquences négatives. Et ensuite, pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait changer les choses en fin de compte. Ok, donc prendre ce temps aussi, il n'y a pas que l'action qui compte en fait. C'est comme le principe de l'observation en fin de compte. Euh, L'observation, même si c'est pas une phase, voilà, il faut pas passer son temps à observer les gens. Et puis en plus, il n'y a pas de distinction entre observation et action, c'est concomitant. Quand on fait des changements en entreprise, on observe comment ça se passe et comment les gens réagissent. Donc on peut agir en même temps qu'on observe, mais c'est important d'observer, de prendre ce temps-là pour, euh, pour voir si les choses sont acceptées et aller à la prochaine étape en fin de compte. Ok. Est-ce que dans ton entreprise, il y a des actions ou une action en particulier que tu as bien aimé mettre en place? On a fait un atelier qui était super sympa. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a des témoignages. Et souvent, ça revient, cette notion de collectif, de faire des ateliers. Et on a fait un atelier Tawashi. Donc, le Tawashi, pour ceux qui connaissent pas, c'est des morceaux de coton, de chaussettes notamment, qu'on tisse ensemble pour faire une sorte d'éponge. Et donc on a fait un atelier Tawashi un soir entre collègues avec une de nos collègues qui avait fait une bonne soupe maison avec des légumes de la ferme. Et donc ça, c'est un très très bon souvenir. Et des exemples d'actions et des témoignages d'ailleurs, ouais, en effet, il y en a plein dans ton livre. Tu as trouvé des témoignages
sur différents secteurs d'activité. Donc ça, c'est bien, ça montre que voilà, il n'y a pas que les activités de bureau qui peuvent mettre des choses en place. Et puis, toute la deuxième partie de ton livre, c'est un recueil d'idées, d'actions à s'appliquer à soi-même ou à partager avec ses collègues sur tous les thèmes qui vont tourner autour du travail, la mobilité, nos consommations, le zéro déchet, le numérique, l'énergie, la nature, les projets solidaires. C'est très dense, donc pour s'informer, et c'est top. Ma question, c'est si jamais on ne sait pas par quoi commencer et qu'on se sent un petit peu perdu, selon toi, par quoi il vaut mieux commencer? Alors déjà, je pense que si on ne sait pas par quoi commencer et qu'on est perdu, on peut peut-être commencer par faire des changements tout seul, donc soi-même. Et là, je dirais que c'est peut-être la partie numérique qui est la plus facile. Donc, ce que je disais tout à l'heure, faire attention aux mails qu'on envoie. Voilà, ces choses-là, je pense que c'est assez facile pour commencer. Et après, on peut aller vers quelque chose de plus compliqué. Je pense que notamment la démarche zéro déchet aussi est assez facile à appréhender. Et c'est concret, c'est palpable. Exactement. Si on déjeune en extérieur, avoir un Tupperware qu'on amène, il y a quand même pas mal aujourd'hui de restaurateurs. Alors pas en ce moment malheureusement avec l'épidémie de coronavirus, mais en temps normal, il y avait de plus en plus de restaurateurs qui acceptaient de remplir des Tupperware. Voilà, c'est quelque chose de très concret qu'on peut faire assez facilement et qui a un impact assez important quand même. Ouais, complètement. Et puis sinon, je pense que pour rester en lien avec la permaculture, mettre des plantes vertes et composter. Composter, c'est pas trop compliqué. Alors, il y a différentes techniques, il faut voir en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille, mais voilà. Soit on a des composteurs collectifs à proximité, et du coup on peut récupérer les déchets et les amener, ou alors on peut essayer d'installer un compost dans son entreprise. Voilà. Et puis ça peut créer un petit peu de cohésion aussi, voilà, parce que bon là, c'est pas très compliqué le compost, mais il faut quand même être formé, et du coup, voilà, se former tous ensemble, ça peut être l'occasion d'un bon moment. Ouais, et c'est la prochaine action que moi je mets en place dans mon entreprise. Je suis en train de choisir quel composteur on va mettre, donc c'est tout à fait dans le thème. Et sinon, dans les actions que tu proposes, est-ce qu'il y en a selon toi qui sont particulièrement ambitieuses, au contraire, ou quand on arrive à faire ça, c'est que on est déjà mature dans sa démarche quelque part? Que là où ça devient ambitieux, c'est quand on commence à toucher au fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire à ce qu'on produit notamment. Tout le monde ne travaille pas dans des entreprises où il y a une production physique, mais quand on commence à toucher à la structure de l'entreprise, ça peut devenir compliqué. Changer de fournisseur, de mode de production, de process, là voilà, ça devient plus compliqué. Mais d'ailleurs, dans le livre, il y a un exemple qui est très positif et qui est très inspirant, qui est celui de Joséphine, qui travaille dans une entreprise pharmaceutique, qui elle a commencé à mettre en place des ateliers entre collègues pour les sensibiliser, et qui s'est impliquée dans le comité RSE de son entreprise. Et là, ils en sont à revoir totalement leur gamme de produits pour qu'ils aient le moins d'impact possible. Donc, c'est possible, mais c'est une démarche graduelle. Et quand on en arrive là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué puisqu'il faut embarquer vraiment tout le monde et notamment la direction. Donc finalement, commencer par soi, proposer des projets avec ses collègues, où on est plus sur des éco-gestes et des consommations vraiment propres à notre façon de fonctionner, ça peut quand même mener à des changements, internes à l'entreprise qui sont super forts et qui ont beaucoup d'impact derrière. En tout cas, elle a réussi. Et en plus, dans une entreprise pharmaceutique, donc c'est pas non plus, c'est pas là où c'est probablement le plus évident. Donc ouais, bien sûr, c'est possible. D'ailleurs, moi, c'est mon but. Je travaille à ça, voilà, tous les jours. OK. Est-ce que tu aurais une dernière astuce, un dernier conseil pour les personnes qui écoutent le podcast et qui cherchent, à mener des actions? Oui, alors si je peux donner un conseil, après c'est toujours difficile de donner un conseil parce que on n'est pas tous dans la même situation. Je dirais qu'il faut pas se sentir légitime dans son entreprise en fin de compte,
Et il faut oser faire les choses. Et comme je le disais au début, quand j'étais précédemment, j'étais dans une grande entreprise et j'avais l'impression que tout devait venir d'en haut, en fait. Et voilà, elle était pas assez écolo, cette entreprise, et ça me convenait pas et tout ça. Et en fait, je me rends compte rétrospectivement que j'aurais pu changer les choses et que voilà, à force de discuter, d'informer, d'essayer de mettre en place des choses, on peut arriver à changer, peut-être pas changer complètement son entreprise, mais au moins à mettre en place des petites choses, ne serait-ce qu'avec ses collègues proches qui amorceront un changement et qui peuvent donner valeur d'exemple à d'autres services, à la direction, et petit à petit ça peut faire boule de neige. Donc voilà, si je devais donner un conseil, c'est d'oser essayer de changer les choses. Trop bien. Soyez audacieux et allez-y, lancez-vous. Voilà. Bon bah écoute, merci beaucoup. Moi aussi du coup j'ai un conseil, c'est de lire ton livre qui du coup Merci, c'est gentil. à la fois donne de la méthode et plein d'exemples, qui est très très bien pour commencer ou continuer quand on est déjà lancé dans une action. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci de m'avoir invité, c'était un grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'intégralité de l'interview. J'espère qu'elle vous a remonté à bloc et aidé à voir plus clair dans vos prochaines actions écolo au boulot. Alors vous retrouverez dans les notes du podcast les références du livre d'Anthony Gachet, ainsi que mes coordonnées et les réseaux sociaux où vous pouvez retrouver les conseils d'écolo au boulot entre 2 épisodes, donc sur Instagram et LinkedIn. Un grand merci pour votre fidélité sur le podcast et à bientôt pour un nouvel épisode inspirant.